Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La nouvelle était attendue. 8 détenus pro-Gbagbo ont été libérés ce mardi en Côte d'Ivoire. Un geste du gouvernement salué par le Front populaire ivoirien. Bras de fer entre pouvoir et opposition au Gabon alors que la vie reprend progressivement son cours. Chaque camp campe sur ses positions et se rejette la responsabilité des violences. Et puis le processus de diversification de l'économie est en marche. En Guinée équatoriale, les autorités misent sur le secteur agricole pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. C'est un geste d'ouverture à moins de 3 mois du référendum constitutionnel. 8 prisonniers pro-Gbagbo ont été libérés ce mardi en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien salue la démarche, mais réclame davantage. Explication avec Olivia Yéredobret. 8 prisonniers pro-Gbagbo libérés en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué en date du mardi 6 septembre 2016, le Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a annoncé la libération de 8 prisonniers politiques des prisons de Katiola et Bouna, villes du nord du pays. Cette première vague de prisonniers politiques libérés concerne 3 détenus de la prison de Katiola et 5 de Bouna. Ces libérations font suite à la récente séance de travail du jeudi 1er septembre entre le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Aïchatou Mindaoutou. Ce geste du gouvernement ivoirien a été salué par le FPI, qui l'exhorte cependant à tout mettre en œuvre pour que la libération de l'ensemble des prisonniers politiques soit effective. Ce ne sont pas des personnalités politiques majeures de premier plan, alors qu'il y en a d'autres comme Hubert Oulaï, Lida Kouachi et le jeune Samba David qui sont encore détenus. Mais le FPI a salué justement ce geste-là et souhaité que le gouvernement fasse plus en mettant en liberté tous ceux qui restent. Le nombre... Il y avait eu une polémique là-dessus, à un moment, des grands nombres avaient été annoncés, le FPI avait dit un chiffre que le gouvernement avait contesté, mais toujours est-il qu'il y en a qui sont toujours détenus, même si pour le gouvernement, ce ne sont pas des détenus à proprement parler politiques. L'essentiel est de trouver des accords pour permettre la libération de tout le monde et renforcer le processus de réconciliation et le renforcement aussi de la démocratie. Une rencontre est prévue ce jeudi 8 septembre entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement pour discuter des autres aspects de la sortie de crise ainsi que des opportunités de libération des détenus restants. Bras de fer entre pouvoir et opposition au Gabon, alors que Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle du 27 août, demande un recomptage des voix devant la Commission électorale nationale autonome et permanente. Le président Ali Bongo Ondimba renvoie tout recours devant la Cour constitutionnelle. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum, commenté par Deo Gracias Podo. Au Gabon, la vie reprend peu à peu son cours normal, mais le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition demeure. Chacun campe sur ses positions après la réélection contestée d'Ali Bongo à la présidentielle de 2016. L'opposition, qui n'a toujours pas déposé son recours à la Cour constitutionnelle, exige un recomptage des voix. Nous posons un problème précis, à savoir la nécessité du comptage des voix. Nous ne disons même pas recomptage, nous disons comptage des voix. Bureau de vote par bureau de vote. Monsieur Ali Bongo Ondimba élude cette question. Et nous disons, pour recompter les voix, il faut aller là où le problème s'est posé. Et le problème, il s'est posé à la CENAP. Et c'est à la CENAP qu'il faut que ce recomptage ait lieu. Le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, déclaré vainqueur par le ministre de l'Intérieur, invite l'opposition à privilégier les voies légales de recours. On me demande de violer la loi, c'est quand même particulier parce que souvent, on fait le reproche aux Africains de ne pas suivre les lois de leur pays. Moi, je ne dicte pas les lois, je les fais appliquer. Et c'est le rôle de tout gouvernant. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle que l'on compte et que l'on fait le recomptage des bureaux de vote. Selon la loi, le délai constitutionnel pour introduire des recours prend fin ce jeudi sur l'étendue du territoire national. L'opposition n'a donc plus que 24 heures pour saisir l'institution compétente dans le cadre du contentieux électoral. À défaut, la Cour constitutionnelle entérinera les résultats proclamés de la CENAP.
Sachez que l'Union africaine a annoncé ce mardi qu'une délégation de haut niveau se rendra au Gabon dans les plus brefs délais pour tenter un début de médiation dans la crise post-électorale. Dans le reste de l'actualité, des jeunes du CNDD-FDD, parti au pouvoir indexés au Burundi, ils sont accusés par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques de collecter illégalement des taxes auprès de la population. Les montants varient entre 500 et 1000 francs burundais, une taxe officiellement censée couvrir des frais de sécurité, mais l'argent ne passerait jamais dans les caisses de l'État. En 8 mois, ce ne sont pas moins de 375 millions de francs burundais, soit 200 000 euros, qui ont ainsi été récoltés dans la seule commune de Taongwa. De la parole aux actes, la diversification de l'économie est en marche en Guinée équatoriale et le cap est mis sur l'agriculture, plus précisément sur la relance de la production de cacao. Voyez ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enememazoué. Après plus de 15 ans de paralysie, la Guinée équatoriale relance la production de cacao dans l'ensemble du pays. À travers le ministère de l'Agriculture, le gouvernement équato-guinéen souhaite relancer la principale source de l'économie du pays dans les années 90. Avec l'exploitation du pétrole en 1994, la production de cacao a considérablement baissé en raison de la centralisation de l'économie nationale dans le secteur pétrolier et le manque de main-d'œuvre. La Guinée équatoriale vivió Avant le boom pétrolier, la Guinée équatoriale vivait principalement du cacao et du bois. Mais malheureusement, ces secteurs ont été abandonnés par le manque de main-d'œuvre, parce que la plupart des agriculteurs de l'époque étaient des Espagnols et surtout des Nigérians. La relance de la production de cacao dans l'ensemble du pays représente une opportunité pour les agriculteurs. Jusqu'à son indépendance en 1968, la production de cacao en Guinée équatoriale était de 40 000 tonnes par an. Mais depuis lors, le pays n'a pas pu obtenir un chiffre similaire. Les agriculteurs dénoncent le manque d'engrais et la faiblesse des subventions. Auparavant, il fallait moins de 5 ans pour récolter le cacao. Mais aujourd'hui, nous devons attendre environ 8 ans. Il est nécessaire d'avoir un mécanisme qui peut nous aider à récupérer les anciennes techniques de production. Si on ne trouve pas de solution adéquate dans un délai de 10 ans, il n'y aura plus de cacao dans l'île de Bioko. La subvention dans le domaine de la production du cacao ne suffit pas. C'est le principal problème et nous aimerions que l'idée de relancer la production du cacao soit une réalité et de même nous souhaitons également que l'Institut de promotion agricole puisse augmenter la subvention. Dans le cadre de la diversification de l'économie, le gouvernement équato-guinéen s'engage à relancer la plantation du cacao dans l'ensemble du pays. À travers l'Institut national de production agricole de Guinée équatoriale IMPACE, les agriculteurs du cacao commercialisent leurs produits dans le marché international, notamment Espagne, Allemagne, Suisse et Portugal. Le projet est ambitieux. Le gouvernement marocain veut construire 600 mosquées écologiques d'ici mars 2019. Objectif, mettre au vert l'ensemble des pans de la société, y compris le religieux. L'appel d'offres est lancé. Corinne Kamdem, commenté par Gladys Mwamba. 600 mosquées vertes avant mars 2019. C'est l'un des objectifs du gouvernement marocain qui s'inscrit dans le plan national. Il a pour but de réduire la consommation d'énergie du pays et de l'orienter vers l'exploitation des énergies vertes. Si le plan parvient à être exécuté avec succès, l'initiative permettra l'installation d'ampoules LED, de chauffe-eau thermique solaire et de systèmes photovoltaïques dans 100 mosquées d'ici la fin de l'année 2016. C'est très important pour les pays musulmans de revenir à leurs traditions et rappeler aux gens que nous sommes insignifiants en tant qu'humains devant l'importance de la terre. Nous devons le protéger et dans ce processus sauver l'humanité. Afin d'impulser ce mouvement, le ministère des Habous et des Affaires islamiques et la Société d'investissement énergétique ont lancé le 16 août 2016 un avis d'appel d'offres visant à la réhabilitation de 64 mosquées de 6 villes du Maroc afin de réduire leur consommation énergétique. Le Maroc fait partie des pays qui sont très pionniers dans la transition énergétique.
La preuve, la COP22 aura lieu à Marrakech. Et ce sera l'occasion non plus des grands discours comme c'était à Paris, mais ce sera maintenant le moment de montrer les objectifs que les uns et les autres ont mis en place. En effet, à quelques mois de l'ouverture de la COP22, qui se tiendra du 7 au 18 novembre à Marrakech, cette initiative, à l'instar d'autres, comme l'ouverture de la centrale solaire de Ouarzazate le 4 février 2016, témoigne de l'engagement du Maroc à réduire son empreinte carbone sur le globe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.